Allez, on est de retour. On parlait de la Côte d'Ivoire avec ces visites du président Alassane Ouattara en France 2 à 3 fois par an. N'est-ce pas un peu excessif? C'est vrai, Ibrahim Acha, vous n'avez pas voulu le dire, mais oui. Quand un président va en France 2 à 3 fois par an, alors qu'il n'y a pas la réciprocité, il y a un problème. Non, mais vous devez voir un peu la relation qui lie la Côte d'Ivoire à la France. Vous savez que c'est une question de domination. Depuis l'ère coloniale, c'est une question de domination. Ça veut dire que Ouattara assume? Bien évidemment, bien évidemment. Et ce n'est pas eux-mêmes, ils le savent. Les présidents africains se sont comportés comme de petits enfants. Vous vous souvenez de la rencontre sur la sécurité africaine qui s'est tenue en France, qui s'est décidée devant les Français. Vous comprenez que c'est une certaine infantilisation de nos présidents, et donc ils l'acceptent et ils n'ont pas honte de reconnaître qu'ils demeurent toujours des sujets français et qu'à chaque fois qu'il y a des soucis, à chaque fois que la France a besoin d'eux, ils n'hésitent pas à prendre le premier vol pour aller en France et aller rencontrer le président français. Et quand vous allez même au niveau même de la légitimisation du pouvoir, lorsqu'un président africain prend le pouvoir et qu'à la suite d'une élection, il y a des problèmes, là, le premier réflexe, c'est de chercher à être reçu à l'Élysée pour se légitimer et chercher à être confirmé par la France. Parce qu'on cherche que la France, on voudrait que la France reconnaisse d'abord son accession au pouvoir, et ensuite on travaille avec la France et finalement on se dit qu'on s'impose contre tous, et voilà, c'est le réflexe au niveau des présidents africains. Maintenant, le fait que Ouattara y aille aussi, on peut aussi voir le côté affinité, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des liens familiaux entre Ouattara et la France. Son épouse est française et lui-même, il a eu à faire de longues années en France par rapport à ses études. Et en dehors de ça aussi, quand nous voyons aussi son passage au niveau de la BCEAO, et la BCEAO avec le franc CFA qui constitue un moyen de domination de la France vis-à-vis des pays francophones de l'Afrique en général. Donc vous comprenez que Ouattara, qui est passé par la BCEAO, doit toujours veiller à ce que cette monnaie se porte bien. Et donc, surtout avec les velléités tout récemment des anti-francs CFA et tout ça là, il va de soi qu'il soit toujours à l'Élysée pour voir comment est-ce qu'avec la France, ils peuvent continuer par assurer de beaux jours à cette monnaie. Mais l'amour, ça se fait à deux. Hein. Oui, l'amour se fait à deux. Parce que si Ouattara y visite beaucoup, au moins qu'Emmanuel Macron lui accorde ne serait-ce qu'une fois. Emmanuel le dire, le président français ne donne pas beaucoup d'importance au président africain, en plus qu'ils sont considérés comme des sous-hommes entre et ce sont eux-mêmes qui l'ont voulu. Parce que quand tu viens au pouvoir, on te porte au pouvoir, et qu'à la fin du deuxième mandat, tu veux rester éternellement immobile au pouvoir, mais il va falloir que quelqu'un qui te soutient continue de te dominer ou t'imposer des choses. Aujourd'hui, il faut reconnaître que les pays africains, en général, ne sont pas autonomes. C'est-à-dire les chefs d'État africains ne sont pas autonomes. Quand il y a peut-être une mouche qui passe devant leur maison, ils appellent la France. Quand il y a, je ne sais pas, un GECO qui est suspendu au plafond, on appelle la France. Il y a le Boko Haram qui bat son plein, on n'arrive pas à arriver à mettre fin à ça dans la France. Il y a les djihadistes qui tapent tous les jours. On ne peut pas s'organiser entre chefs d'État et mettre fin à cela. On attend la France. Et avec tout ça là, la France ne fera que dominer les chefs d'État africains qu'elle continue de considérer comme ses conseillers ou ses employés en réalité. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il suffit que le petit Macron claque les doigts, que son grand-papa entre vous vous souvenez de ce que Emmanuel Macron avait dit au Burkina Faso, vous rappelez ça, c'est humiliant, mais ils ont accepté ça. Vous vous souvenez de comment appelle-t-on, de l'attaque répétitive de la France où nos chefs d'État courent pour aller pleurer devant le petit Macron ou devant Hollande à l'époque. Et ça fait que le chef d'État africain n'a pas ce poids-là
n'a pas du tout ce poids. Et ce qui fait même d'ailleurs que à chaque fois que quelqu'un parmi eux veut résister un peu, la France arrive quand même à le mettre, à le mettre dehors, comme ce qui s'est passé au Kadhafi, Gbagbo. Alors, il faut quand même dire que du côté de la France, elle fait quand même tout pour que l'Afrique francophone se sente toujours redevable. Oui, bien sûr. Vous savez, la rupture entre l'Afrique francophone et la France en termes de colonisation a été, vous savez, les circonstances dans lesquelles cela s'est produit. Et donc, on se dit que la France voudrait continuer par maintenir ses intérêts. Pour maintenir ses intérêts, il faut chercher des répondants sur place. Et dans les répondants sur place, ça ne peut être que les chefs d'État là qui viennent au pouvoir. Et surtout que... Bien évidemment, ça c'est un autre aspect. Mais le premier aspect, c'est d'avoir des gens qui roulent pour leurs intérêts sur place. Et donc, quand vous fouillez un peu dans l'Afrique francophone, vous allez trouver que certains présidents sont de vrais répondants par rapport au contrôle des intérêts français en Afrique. Et quand vous voulez vraiment aller dans la géopolitique, vous allez comprendre que au-delà de l'aspect économique, il y a l'aspect sécuritaire aussi qui est en jeu. Il y a l'aspect aussi de positionnement. Je vais parler de la géostratégie. Et donc tout ça là, la géopolitique bien évidemment. Donc tout ceci, il faut vraiment avoir des répondants. Et ces répondants, ce sont ces chefs d'État qui sont là. Et en contrepartie, puisqu'il doit avoir la contrepartie. La contrepartie, c'est de leur assurer la longévité au pouvoir. Et surtout ceux qui sont animés par la boulimie, ceux qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Il suffit d'être en de bons termes avec la France, rassurer la France qu'ils vont continuer par sauvegarder leurs intérêts. Je pense que le tour est joué, puisque après tout, quand vous suivez un peu dans la diplomatie française, il y a ce dicton-là qui revient. La France n'a que des intérêts à sauvegarder, pas des amis. Donc, la France cherche toute personnalité qui accepte maintenir ses intérêts en Afrique, garantir leurs affaires et tout ça là. Et mon confrère Jérôme Sossou parlait du cas de la Côte d'Ivoire. Après la crise de 2011, quand vous voyez un peu la Côte d'Ivoire, tous les secteurs vitaux sont détenus par les entreprises françaises. Donc, ça se comprend. Donc, la guerre a été faite au profit de Ouattara et en contrepartie, Ouattara doit assurer aussi les intérêts français. C'est-à-dire donner des marchés aux entreprises françaises, faire de telle sorte que la France se sente aussi en sécurité et que la France puisse compter sur la Côte d'Ivoire lorsqu'il y a un effort de guerre à fournir. Voilà le contexte. Alors, il y a quand même cette visite du président Ouattara en France intervient, en tout cas celle-ci. Il a quitté Niamey pour aller à Paris. Niamey où on a discuté de la ZLEC. Au même moment, il y a quelques jours, on discutait de la monnaie unique pour la CEDEAO. Ça ne va pas être des sujets qui plaisent énormément à la France. Est-ce qu'il est allé rassurer pour dire « Ne vous inquiétez pas, je pèserai de tout mon poids pour que cette monnaie unique ne voit pas le jour de sitôt, par exemple ». Oui, ben, si on se rappelle même de la déclaration de Ouattara, lorsque le sujet de franc CFA s'est posé, Ouattara qui soutient la France contre ses pères africains, il faut comprendre en même temps que la Côte d'Ivoire où Ouattara joue un très grand rôle. Toujours un très grand rôle dans cette histoire-là. Et moi, ce qui me chagrine un peu, c'est la contradiction un peu de la chose d'ordre. On parle de la monnaie unique, en même temps, on veut laisser partir le CFA, on ne peut plus travailler avec le CFA, on veut la monnaie unique. En même temps, il y a des gens qui luttent contre l'existence du CFA. Déjà, ne veulent pas que le CFA disparaisse. Mais en même temps, ces mêmes personnes sont dans ces réunions régulières pour la création de la monnaie unique. Moi, je ne comprends pas du tout cette manière de procéder. Ça fait que les chefs d'État africains sont de plus en plus ridicules et devant ces pairs. Macron, je crois, plusieurs personnes le disent. Il y a beaucoup de chefs d'État et français qui sont passés par là, qui ont été à l'école, dans la même école que le chef d'État africain. Mais malheureusement, c'est la France qui continue de dominer excessivement l'Afrique. Or, si aujourd'hui les Africains s'unissent et disent qu'on ne va plus jouer le jeu de la France,
la France ne pèsera plus rien dans le monde, puisque la France vient en Afrique pour puiser tout ce qu'elle a comme richesse là. C'est en Afrique qu'elle vient chercher. Maintenant, les Africains, on parle toujours du chômage, on parle toujours de la, comment appelle-t-on, de la famine, on parle de la pauvreté. Et chaque fois c'est la même chanson, alors que vous avez des richesses ici que la France vient puiser, qu'elle transforme, qu'elle revient vous vendre très cher, et maintenant vous... et d'ailleurs, ce qui est encore dérangeant dans cette histoire, c'est que à chaque fois on dit que la France a subventionné, ou la France a aidé, ou la France... Alors que le pays là vient chercher sa richesse chez vous. Et vous voyez, ce n'est pas ridicule tout ça là. Ce n'est pas ridicule. Non, mais au-delà de tout, il faut voir aussi les relations qui lient la France et les pays africains. La France ne vient pas pour piller. C'est ce que nous devons faire remarquer. Parce que la France ne vient pas en conquérant comme ce fut le cas des explorateurs. La France fait des affaires. Ce sont des affaires. Et c'est parce que la France a des répondants en Afrique que l'affaire aussi prospère. S'il n'y avait pas de répondants en Afrique, je pense que ça n'allait pas marcher. Et surtout, lorsque vous venez de parler de l'union des présidents africains, bien de tous les Africains, à réunir la France, ça serait impossible. Pourquoi je dis ça serait impossible? Parce qu'au-delà de tout, nous avons... les intérêts sont différents. Bien évidemment. Et en dehors de ça aussi, c'est que l'héritage de la colonisation est toujours vivant. La langue que nous parlons, vous et moi, aujourd'hui, c'est le français. Mais nous aurions pu parler nos patois. Mais est-ce que nous avons une écriture assez sérieuse? On va se comprendre. Voilà un autre aspect. Et quand nous allons sur le plan économique, mais avec notre CFA, vous comprenez qu'en matière de convertibilité, même avec la monnaie européenne euro, mais il n'y a pas une certaine convertibilité. C'est nous-mêmes qui nous débrouillons à chercher un taux fixé à le faire. Donc ça voudrait dire que c'est nous. Bien évidemment. Donc si aujourd'hui nous tournons dos à la France, moi je pense que c'est à notre perte. Et donc, ce qu'il y a lieu de faire plutôt, c'est de profiter de cette technologie française, de l'expertise des Français et autres là, pour développer notre continent. Mais quand on veut procéder par rupture, avant de revenir et chercher maintenant des moyens pour notre développement, je me dis que on se perd royalement. Si la France ne laisse pas facilement les Africains arriver sur leur territoire, comment est-ce qu'on peut bénéficier de cette technologie? Vous avez vu ce qui s'était passé il y a 2-3 jours en France, où, dans un quartier de la France, tous les Noirs qui étaient partis au marché pour faire les achats, mais ils sont contrôlés. Quand tu n'as pas une carte d'identité, on te renvoie en même temps dans ton pays. Est-ce qu'avec ça là, quand est-ce que l'Africain peut bénéficier de cette technologie dont tu parles? Non, mais c'est une question de protection. Et ça, tous les pays le font. C'est comme aujourd'hui, quand vous prenez le Togo. Quand tu quittes la France, un Français quitte la métropole pour arriver au Togo, il doit prendre un visa. Ça, c'est obligatoire. Donc, il faut les papiers. Il faut les papiers. Et surtout, à l'ère de la criminalité où le terrorisme est devenu vraiment transnational, la France doit protéger son territoire. Et ça, c'est évident. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est beaucoup plus facile que les Français arrivent sur le territoire africain que le français arrive sur le territoire africain. C'est pas évident. Non, monsieur Jérôme, si vous allez au consulat de France, vous faites vos formalités, vous aurez votre visa pour aller là-bas. Ce n'est pas toujours évident. Quand tu arrives au consulat de France, on peut te contrôler tous les dossiers. Cela ne veut pas dire forcément que tu auras ton visa. Cela ne veut pas dire forcément que tu... Je suis d'accord avec vous. Donc, mais ce n'est pas facile. Les choses ne sont pas proportionnelles. Il faut reconnaître que la France continue quand même de considérer les pays africains, surtout francophones, comme, je ne sais pas, comme ces colonies à l'époque. Et c'est pourquoi on ne peut pas, l'Africain ne peut pas avoir le même niveau comme le petit Européen, comme le petit Français. Même si nous allions en France pour enseigner le français aux Français, ce n'est pas évident que nous bénéficions de tous leurs intérêts. Eux, ils viennent ici facilement, ils s'accaparent de tout ce qu'ils veulent, et parce qu'ils ont de grands moyens. Tout à fait. Ils ont de grands moyens, de grandes technologies pour le faire. Mais imaginez-vous que si on cultive de l'igname ici, est-ce qu'on peut aller vendre facilement l'igname là en Europe? Mais est-ce qu'ils en ont besoin? Est-ce qu'ils en ont besoin? Justement. Mais par contre,
les Européens ou la France envoient pratiquement ces produits, même on ne sait pas avec quoi on a. Mais il paie les taxes, Je ne refuse pas. Et tout est un travail de contrôle. Même l'Africain n'a pas cette facilité. Donne beaucoup plus de considération aux produits français parce que si c'est fait par l'Africain, ça là, c'est l'Africain. Si c'est fait par l'Européen, bon, c'est de qualité. Oui, c'est qualité. C'est ce qui fait que la France continue quand même de nous dominer. Oui, quand nous parlons de domination, c'est pas par rapport à la force, il y a aussi la domination technologique, la domination scientifique, la domination. Donc, dans tous les secteurs, la France a une longueur d'avance par rapport aux pays africains. Et donc, nous devons accepter que celui qui a une position de domination va continuer par imposer sa volonté de frapper. Et qu'on attend la France. Là-bas, c'est dommage. On va évoquer le second sujet, puisqu'on parlait de la France, il faut encore le dire, puisque c'est en France qu'ils ont également décidé, eux deux, il s'agit de Guillaume Soro et Henri Konan Bédié, se sont rencontrés donc à Paris sur la situation politique dans le pays en vue de la présidentielle de 2020. Alain Croix, Soro, hors du pays depuis un mois et pour plusieurs mois encore, s'est rendu à la résidence luxueuse de l'ancien président dans le 16e arrondissement de la capitale française, accompagné d'une petite délégation dont un Camerounais. Les deux hommes ont échangé avec pour point de mire la présidentielle de 2020, chacun espérant de l'autre pour, entre autres, réussir à rallier le FPI de Laurent Gbagbo pour battre le RHDP d'un président Alassane Ouattara qui cédera sa place à un autre sans savoir cependant s'il le soutiendrait. Déjà, avant d'aller même au fond, le fait que ces genres de rencontres, je me rappelle de l'accord Bédié-Ouattara, c'est en France qu'ils l'ont scellé. Soro Ouattara se retrouve également en France. On ne pouvait pas le faire à Lomé, à Kigali, je ne sais pas moi. Non, mais c'est la même question qu'on pourra se poser. Pourquoi est-ce qu'il y a des mains et Jékis ne pourrait pas discuter des problèmes togolais au Togo, ou peut-être chez moi en France là-bas, où ils sont allés à l'Italie pour le faire. Jékis et Adman ne se sont jamais rencontrés. Non, mais ça veut dire que... C'est vrai, Jékis c'est fort. Jékis c'est fort. Ce que je voudrais dire, c'est pourquoi c'est à l'époque, on discutait des problèmes togolais. C'est toujours à l'extérieur. À l'extérieur, en Italie. Colmar, quand on était parti le faire. Pourquoi est-ce que entre Eyadema et Oufol et ses confrères ou ses compatriotes togolais, on ne peut pas discuter des problèmes togolais, peut-être à Tchévier, peut-être à Haute ou quelque part là-bas, à Siou, ou Nyatougou, et c'est à Ouaga. Pourquoi pas Tchamba chez moi? Pourquoi pas Tchamba chez moi? Et pourquoi c'est comment peut-on à Ouaga quand on était parti discuter de tout ça là? Ça pose toujours problème. C'est-à-dire que, moi je peux le dire, des gens ne se donnent pas confiance. Ils pensent que quand ils sont partis, surtout en France, pour le faire, ils ont la sécurité, ils ont peut-être d'autres idées pour... en tout cas, moi, je ne voudrais pas que les choses continuent pas à se faire de cette manière. Mais malheureusement, nous ne sommes pas des décideurs, nous sommes des analystes. On ne fait que faire de petites analyses. Que ça plaise ou pas. De toute façon, moi, je le dis, Bédié, que ça soit Bédié, que ça soit Ouattara, que ça soit Gbagbo, Soro, il y a tellement... On peut discuter de tout ça là, à Daoko, à Abidjan, toujours est-il qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Alors, ils vont discuter d'une alliance entre éventuellement Soro et Bédié et voir l'éventualité de l'ouvrir au FPI. On le sait, tout cela, c'est contre le RHDP. Mais est-ce que ça va marcher, l'entente Soro-Bédié? Non, il faut dire que la rencontre entre Bédié et Soro, il y a eu une précédente. Et ça s'est fait à Daoukro. À Daoukro, c'était en mai dernier. Voilà. Dans la résidence de Bédié. En 2018. Et même en chose aussi. Été accueilli comme un roi. Bien évidemment. Et donc, il y a eu une rencontre comme ça et ils ont discuté de l'éventualité de faire une alliance électorale dans la perspective de l'élection de 2020. Et donc, ils se sont entendus. Bon, et ce que j'avais appris, c'est que cette alliance aussi devait aller au-delà
de l'Alliance électorale pour aller même au niveau du Parlement où les députés Force Nouvelle devaient soutenir les députés du PDCI pour le contrôle du perchoir. Et donc, au fil du temps, les choses ne sont pas passées comme ils le voudraient. Et en dehors de ça aussi, il y a eu tout récemment aussi dans le cercle restreint de M. Soro, un de ses affidés, ou bien disons un de ses collaborateurs qui aurait envoyé des pics à l'endroit de Bédié, soutenant que Bédié aurait aussi investi dans l'achat des armes qui ont servi à évincer M. Gbagbo. Ce que M. Bédié n'a pas pris avec beaucoup de fair play, il n'a pas apprécié cette déclaration et vous comprenez que cela a entraîné un froid entre les deux personnalités. Donc maintenant que Bédié séjourne en France et que M. Guillaume Soro aussi a entamé une tournée européenne, donc il va de soi qu'il fasse une visite de courtoisie à M. Bédié, à sa résidence. Et au cours de cette rencontre, ils ont essayé d'aplanir leurs différends et éventuellement voir comment receler encore leur alliance électorale dans la perspective de 2020. Et donc ils vont l'ouvrir certes à M. Gbagbo, mais ce qui se lie dans la scène politique ivoirienne, c'est que on voit une alliance contre nature, puisque en 2011 c'était une alliance Soro, Bédié, Ouattara contre Gbagbo. Cette fois-ci c'est une alliance Gbagbo, Soro, Bédié contre Ouattara. Et vous verrez que c'est comme ça la situation politique en Côte d'Ivoire. C'est tout cela peut-être qui fait interroger beaucoup d'Ivoiriens. Est-ce qu'on a du sérieux là? Parce que des gens se retrouvent hier, ils nouent des alliances. À quelques mois de la présidentielle, ces alliances se rompent. Et d'autres se retrouvent pour nouer des alliances contre celui qui était dans une alliance. C'est pas trop sérieux. Ils sont en fait en politique. Et la politique, c'est une question de rapport de force et d'intérêt. Et donc, moi, je ne trouve pas, même si ça ne présente pas une très bonne image, mais moi, je ne suis pas contre, de toute façon. Je ne suis pas contre. Entre-temps, Soro et Bédié se sont rencontrés, ils ont parlé de beaucoup de choses par rapport à 2020. Ils ont même pensé créer un comité politique pour l'alternance en 2020. Et maintenant que le grand problème se trouve entre Gbagbo et Ouattara. Maintenant que Gbagbo revient avec l'ambition d'aller forcément aux élections, eux là, ils pensent en même temps que si Gbagbo revient, puisque Gbagbo a encore un soutien, un grand soutien. La population ivoirienne est toujours derrière, quoi qu'on dise. Et donc, Soro, même si Gbagbo, comment peut-on, Soro, Bédié, il pourrait quand même s'appuyer sur Gbagbo et profiter de l'électorat, de ce soutien de M. Gbagbo, même si je ne pense pas qu'il aurait souhaité placer Gbagbo devant la scène pour éviter peut-être un règlement de compte. Et donc pour moi, bon, c'est-à-dire que c'est de bonne guerre, de toute façon, ils vont faire cette alliance. Toujours est-il que ce qu'ils vont faire, que ça soit du sérieux, qui va profiter à tous les Ivoiriens. Même si on fait des rapprochements, si nous faisons des rapprochements, c'est toujours comme ça la même chose. Les politiciens sont toujours les mêmes personnes, ils font toujours la même chose. Si on fait ce rapprochement vers le Togo, on verra que ces gens d'alliances se sont déjà produites dans ce pays. Même ailleurs, c'est la même chose. Et donc, moi, je ne trouve pas beaucoup d'inconvénients par rapport à ça. Moi, l'essentiel pour moi, c'est que ce qu'ils vont faire, comme ils veulent l'alternance à tout prix en 2020, qu'ils réussissent cette alternance-là dans le calme, que M. Ouattara quitte et que tout ça là profite aux Ivoiriens. Justement, est-ce que le plus difficile, ce n'est pas de se rencontrer, mais c'est de définir les termes de l'accord? Et on sait que Bédié a un antécédent, c'est-à-dire, il a déjà parlé avec Ouattara, ils se sont dit des choses en 2010. Tout à fait. Ça n'a pas été respecté au finish. Tout cela va être le nœud d'un nouvel accord. Oui, ils doivent aller dans une alliance qui sera entourée de beaucoup plus de sincérité, parce qu'ils doivent discuter carte sur table. En tout cas, les acteurs se connaissent. Ouattara connaît bien Bédié, Bédié connaît bien Soro, et Soro aussi connaît bien Bédié, donc ils savent dans quoi ils sont
ils sont embarqués. Et donc, mais le vrai problème, c'est par rapport à la candidature en 2020, puisque quand vous suivez un peu Bédié n'a pas l'intention de se présenter. Parce qu'il y a le poids de l'âge aussi, il y a beaucoup de choses. Mais il souhaiterait que ce soit quelqu'un de son parti, du PDCI, qui soit positionné en 2020. Et vu aussi les velléités de Soro, à pouvoir aussi être candidat en 2020, ça pose un sérieux problème. Mais entre-temps, Bédié avait eu à rappeler que Soro n'envisage pas être candidat en 2020, qu'on le voit plutôt entre 2025 et 2030. Mais c'est lui qui le dit. Tout à fait. Mais quand vous voyez un peu la rupture entre Soro et Ouattara, vous comprenez que c'est la pomme de discorde, c'est la candidature de 2020. Et donc, Soro peut aussi surfer sur la magnanimité de M. Bédié, essayer de convaincre le doyen à lui passer aussi la main, à l'aider aussi à aller, disons, à cette présidentielle de 2020. Mais non, le problème, c'est que même si Gbagbo revenait au pays, tout de suite, rien ne nous dit qu'il pourra être candidat. Rien ne nous dit qu'il va accepter être candidat, puisque le monsieur, quand vous suivez un peu depuis sa sortie de prison, les déclarations ne sont plus des déclarations du vrai BT. Vous comprenez? Donc ça a pris une autre coloration, voit en lui quelqu'un qui veut s'imposer comme le sage de la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui prône la paix, qui veut aller vers la réconciliation des Ivoiriens. Mais je suis tout à fait d'accord, avec vous. Mais c'est possible. C'est possible parce que les politiciens, vous savez, ils ont cette manie de dire des choses et faire le contraire. Ça, nous sommes tout à fait d'accord avec ça. Mais le problème actuel, c'est que l'alliance électorale entre Bédié et Soro, c'est ça que nous sommes en train de scruter, parce que tout de suite, il serait prématuré de dire que Soro va accepter que ce soit quelqu'un du PDCI qui soit positionné en 2020. Et surtout que lui-même, il a commencé par faire des déclarations et la rupture avec Ouattara. La rupture, elle est très poussée que on peut se dire que c'est juste pour se positionner en 2025 qu'il a fait tout ceci avec Ouattara. D'accord, on va en 2025. la pause, on regarde le journal et on revient après.